Dans la galaxie du 35e siècle, plus de 200 espèces vivent sous une même bannière. Les guerres ont presque disparu. La technologie peut franchir les étoiles. Et pourtant, dans les coins oubliés de la galaxie, des êtres vivants sont encore vendus comme des marchandises. John Croft n'était ni un héros, ni un soldat. Seulement le capitaine d'un vieux cargo appelé le Pèlerin. Jusqu'au jour où il entra dans un marché d'esclaves, et croisa le regard d'une jeune femme extraterrestre qui n'avait plus que quelques heures à vivre. Il aurait pu repartir. Il aurait dû repartir. Mais John Croft fit alors quelque chose que personne n'attendait d'un simple capitaine marchand. Il acheta sa liberté. Et ce faisant, il allait découvrir que sauver une seule vie allait changer pour toujours la sienne, et celle de tous ceux qui embarqueraient à bord du Pèlerin. Voici l'histoire, les larmes du Pèlerin. Au 35e siècle, l'humanité ne se battait plus contre elle-même. 5 siècles s'étaient écoulés depuis l'unification de la Terre et de ses colonies, une ère de paix universelle qui avait propulsé l'espèce humaine vers les profondeurs de la Voie lactée. 200 ans plus tôt, son intégration au grand conglomérat galactique, un vaste réseau regroupant plus de 200 espèces intelligentes, avait ouvert les portes d'un essor technologique sans précédent. Dans cette mosaïque d'êtres venus de tous les horizons de la galaxie, les humains n'étaient pas les plus puissants, mais ils étaient loin d'être les plus faibles. Leur maîtrise des réacteurs FTL, leur ingénierie de pointe et la polyvalence de leur flotte commerciale en faisaient une puissance respectée et autonome. Mais cette utopie interstellaire avait son envers du décor. Pour maintenir la stabilité entre des centaines de civilisations aux physiologies et aux mœurs radicalement différentes, le conglomérat s'appuyait sur une charte juridique monumentale. Si la majorité de ces lois garantissaient le commerce, la sécurité et l'ordre, d'autres révélaient la froideur cynique de la bureaucratie galactique. Le droit extraterrestre ne s'embarrassait pas de morale. Il priorisait le pragmatisme commercial et le droit de conquête sur les mondes non alignés. Certaines clauses, parfaites sur le papier pour préserver l'équilibre des grandes puissances, étaient aux yeux des hommes d'une inhumanité insoutenable. C'est sous le couvert de ces traités ambigus que le capitaine John Croft sillonnait les routes stellaires aux commandes de son cargo indépendant. Issu d'une humanité idéale qui avait éradiqué la tyrannie sur son propre sol, Croft croyait en la justice du conglomérat. Il pensait que la technologie et la diplomatie avaient balayé la barbarie de la galaxie. Il s'apprêtait à découvrir à quel point il se trompait. Alors que son navire s'arrimait aux anneaux métalliques d'Ocprim, un spatioport franc réputé pour ses comptoirs de marchandises rares, Croft descendit vers les niveaux inférieurs pour négocier des pièces de relance et du carburant. Le vacarme de la station d'Ocprim étouffait habituellement toute pensée, mais dans cette cour en contrebas du quartier des transactions, un silence lourd et poisseux semblait régner. Le capitaine John Croft repoussa le péan de son manteau de cuir usé, pensant trouver là un marché d'épices synthétiques ou de pièces de relance FTL. Ce qu'il découvrit sous les néons blafards lui glaça le sang dans les veines. Alignés sous une verrière crasseuse qui filtrait la lumière violette de la naine rouge, des dizaines de cages en alliage lourd s'entassaient. À l'intérieur, la chair et le désespoir s'exposaient sans vergogne. C'était un marché aux esclaves. John resta pétrifié, le souffle coupé, l'estomac noué par une nausée soudaine. Autour de lui, des acheteurs venus des 4 coins de la galaxie, des marchands xénos aux carapaces reluisantes, des êtres gazeux enchâssés dans des combinaisons de verre, des colosses reptiliens inspectaient la marchandise avec une indifférence managériale. Et la marchandise, c'étaient les femelles des espèces les plus vulnérables de la galaxie. Des créatures issues de mondes pacifiques ou dépourvues de technologie militaire, balayées par la conquête ou la piraterie, incapables de se défendre. Son regard glissa sur une plateforme centrale. Là, enchaînée par des entraves énergétiques qui crépitaient à chaque mouvement, se tenait une captive d'une grâce poignante. Son visage, ses bras, la courbure de ses épaules, tout en elle rappelait avec une précision terrifiante la morphologie humaine. Seule la teinte légèrement bleutée de sa peau et la finesse de ses traits trahissaient son origine extraterrestre. Elle fixait le sol, les yeux brisés par une terreur si profonde qu'elle en devenait muette. Pour John, voir cette ressemblance frappante traitée comme un vulgaire bétail fut comme recevoir un coup de poignard en pleine poitrine. C'était le visage d'une sœur, d'une fille de la terre, jetée aux bestiaux. Mais le supplice ne s'arrêtait pas là. Dans la cage voisine, l'horreur prenait un visage totalement étranger, mais non moins déchirant. Une femelle d'une espèce aviaire insectoïde, aux ailes d'opale brisées et plaquées contre son dos, émettait de petits cliquetis étouffés, un chant de détresse que personne ne prenait la peine d'écouter. Sa peau amphibie se desséchait sous la chaleur ambiante. Elle n'avait rien d'humain, et pourtant, dans la détresse de ses grands yeux facettés, Croft lut la même souffrance universelle, la même conscience piégée dans la barbarie. Tout ce en quoi il croyait s'effondrait. Croft avait parcouru les routes stellaires pendant 20 ans,
affronter des tempêtes de plasma et des corsaires sans foi ni loi, mais rien ne l'avait préparé à cette marchandisation méthodique de la faiblesse. La technologie interstellaire n'avait pas éradiqué la monstruosité, elle lui avait simplement offert un marché plus vaste. Ses poings se fermèrent si fort dans ses poches que ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Il était un simple capitaine marchand, sans armée, sans autorité sur ce monde affranchi des lois du conglomérat. Il savait qu'il devait détourner le regard, faire demi-tour et regagner la passerelle de son navire s'il voulait rester en vie. Mais alors qu'il esquissait un pas en arrière, le regard de la captive humanoïde croisa le sien. Un bref instant. Une supplication mutique qui marqua son âme au fer rouge pour le reste de ses jours. S'arrachant à la vision du regard de la captive humanoïde, Croft fit un pas en arrière, la gorge nouée, bien décidé à fuir cette vision d'enfer. C'est alors qu'un bruit, à peine audible dans la cohue, le figea sur place. Un râle sifflant. Un dernier souffle, frêle et définitif. Ion se turna machinalment. Dans la cage voisine, la créature aviaire aux ailes brisées venait de laisser s'échapper la vie. Ses grands yeux facettés perdirent soudain leur dernier miroitement d'opale, devenant sombres et vitreux. Ses ailes s'affaissèrent complètement sur le sol maculé. Elle venait de quitter ce monde dans l'indifférence la plus totale, sans qu'une seule main ne se tende, sans qu'un seul regard de pitié ne vienne adoucir son agonie. Pour la foule environnante, ce n'était même pas un événement, juste un bruit de fond dans le tumulte des enchères. Un garde à la peau squameuse s'approcha d'un pas lourd. Il donna un coup de botte brutal contre les barreaux pour vérifier si le corps réagissait encore, puis lâcha un juron gras dans sa langue natale. « Videz-moi cette cage !» aboya-t-il à l'intention des drones de manutention en désignant le corps sans vie d'un geste machinal. Balancez cette charogne au compacteur de déchets et nettoyez le sol. Un nouveau convoi arrive au prochain cycle, il faut de la place. Deux bras mécaniques rouillés attrapèrent la créature par ses membres brisés et la traînèrent sans précaution sur le métal froid, laissant une traînée sombre sur les dalles. Pas une ombre de respect, pas une seconde de recueillement. Ce n'était pas la fin d'un être vivant doué de conscience que l'on évacuait, c'était simplement une marchandise avariée qu'on jetait au rebut pour ne pas perdre de crédit. Cette fois, la nausée de Croft se mua en une terreur pure et absolue. L'horreur de ce marché n'était pas seulement dans les chaînes ou la douleur, elle résidait dans cette bureaucratie du mépris, cette capacité glaciale à réduire l'existence d'un être sensible à une simple ligne de perte sur un registre commercial. Le cœur battant à tout rompre, les poings ensanglantés par ses propres ongles, le capitaine John Croft s'enfonça dans la foule, hanté à jamais par le silence de cette mort et la certitude que la galaxie avait perdu son âme. Le ronronnement grave et lancinant des moteurs du vaisseau, autrefois berceuse réconfortante des longues traversées sidérales, n'offrait cette nuit-là aucun apaisement. Isolé dans le silence étouffant de sa cabine de repos, le capitaine John Croft luttait contre les ténèbres, prostré sur sa couche, le corps trempé d'une sueur froide. Dès qu'il fermait les paupières, le cauchemar le foudroyait à nouveau. En boucle, la même scène macabre repassait sous ses yeux. Il revoyait le corps disloqué de la créature aux ailes brisées, traîné sur le métal souillé comme un déchet encombrant. Il réentendait le choc brutal de la botte du garde contre la cage, le ronflement mécanique des pinces de manutention, et ce râle final, ce dernier souffle ténu qui s'était éteint dans l'indifférence glaciale de la foule. Puis, émergeant des ombres de sa mémoire, le visage de la captive humanoïde venait le persécuter. Ses yeux, d'un profond désespoir, le fixaient à travers la pénombre de la cabine. Ce n'était pas seulement une supplication qu'il y lisait, mais un miroir tendu à sa propre impuissance, à sa décision de tourner le dos et de fuir. Se redressant en sursaut dans l'obscurité, le souffle court et les poings serrés dans les draps, Croft posa ses pieds sur le sol métallique glacé. Il se prit la tête dans les mains, le cœur battant la chamade. L'air filtré du vaisseau lui paraissait soudain aussi lourd et vicié que celui des bas-fonds d'Ocprime. Il avait beau être à bord de son bâtiment, en sécurité au milieu des étoiles, l'horreur s'était invitée à son bord, gravée au fer rouge sous ses paupières pour le reste de son existence. L'aube sur Ocprime n'apporta aucune vraie lumière, seulement un changement de teinte dans la brume toxique qui enveloppait la station. Mais pour John Croft, la nuit d'angoisse avait laissé place à une résolution glaciale. Dès les premières heures d'ouverture du marché, il achetait sa liberté. Il ne pouvait pas effacer la barbarie de cet endroit ni sauver la galaxie tout entière, mais il refusait catégoriquement d'abandonner cette femme à son sort. Lorsqu'il parvint devant la cage sous les premiers néons qui s'allumaient, son cœur se serra un peu plus. La captivité, le manque prolongé de nourriture et les privations avaient déjà profondément ravagé son corps frêle. Mais en une seule nuit, la dégradation était terrifiante. L'agonie de sa voisine aux ailes d'opale, emportée dans la nuit et jetée au rebut comme un déchet, semblait lui avoir porté le coup de grâce. Ce n'était plus seulement de la fatigue, elle paraissait physiquement et mentalement meurtrie,
ravagé de l'intérieur par la vision de cette mort tragique. La fin atroce de l'autre captive avait achevé de briser ses ultimes défenses, balayant le moindre fil qui la rattachait encore à l'instinct de survie. Dans ses yeux, la terreur de la veille s'était totalement éteinte, remplacée par un vide abyssal. Aucun sentiment, aucune étincelle ne traversait plus son regard éteint, qui semblait simplement supplier le vide. « Laissez-moi mourir, mettez fin à mon cauchemar. » À ses côtés, un bol de pâté nutritif synthétique gisait intact, repoussé dans un coin. Elle refusait de se nourrir, ayant choisi la seule arme et la seule issue qui lui restait pour s'échapper, laisser son propre corps s'éteindre. John fit un pas en avant et interpella le marchand Xeno qui s'affairait à déverrouiller le secteur. « Je la prends », déclara le capitaine d'une voix ferme, en sortant son lecteur de crédit. Un habitué du marché, une brute trapue à la peau squameuse qui inspectait les cages voisines, s'arrêta et jaugea Croft d'un air moqueur. Il cracha un jet de liquide noirâtre sur les dalles avant de lancer d'un ton d'expert désabusé. « Ne gâche pas ton argent, mon pote. C'est de la marchandise cassée. Regarde-la, elle a lâché prise, elle refuse la bouffe. Elle sera clamsée avant même que ton vaisseau n'ait quitté l'orbite. Tu vas juste gaspiller tes crédits. » Les paroles du client résonnèrent dans l'air poisseux du marché, mais John ne s'y a même pas. Il ignora la remarque avec un mépris souverain, le regard ancré dans celui du marchand. Là où les autres ne voyaient qu'un produit défectueux et une perte financière, John voyait une âme à arracher d'urgence à l'enfer. « Le prix est payé », coupa Croft en validant le transfert de crédit sans la moindre hésitation. « Deverrou y es la caje. Maintenant. Je la prends tout de suite. » Lorsque les verrous énergétiques tombèrent avec un cliquetis froid, la captive ne bougea pas. Elle s'affaissa légèrement, prête à s'effondrer sur les dalles souillées. John Croft s'avança, posa un genou à terre et passa doucement ses bras sous son dos et ses genoux pour la soulever. Ce qu'il ressentit à cet instant précis lui transperça le cœur. Elle était d'une légèreté terrifiante. En la soulevant contre sa poitrine, John eut l'impression de porter un corps de verre, une ombre dénuée de matière. Sous le cuir épais de son manteau, le corps de la jeune femme ne pesait presque rien, comme si la famine et le désespoir avaient vidé sa chair de toute substance. Mais le plus déchirant n'était pas son poids, c'était son immobilité absolue. Elle ne protesta pas. Elle ne se crampait pas sous le contact d'un étranger. Elle ne chercha même pas à s'agripper à lui. Ses bras pendaient, inertes, balancés par le rythme des pas du capitaine, et sa tête bascula en arrière contre son épaule sans qu'aucun réflexe de retenue ne vienne redresser son cou. Sa peau, d'ordinaire d'un bleu délicat, était glacée sous les doigts de John. C'était comme porter un cadavre. Un corps sans âme, abandonné par la vie avant même que le cœur ne cesse de battre. À travers la fine étoffe déchirée qui la couvrait à peine, les mains de Croft percevaient la saillie douloureuse de ses côtes et la forme anguleuse de ses omoplates. Sous ses doigts, il sentit aussi les marbrures en relief sur ses poignets et ses chevilles, des cicatrices, calcinées par les entraves énergétiques qu'elle avait portées trop longtemps. Chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner du marché et remonter la travée centrale de la station était un calvaire. La foule des Xénos s'écartait à peine sur son passage, jetant des regards indifférents à ce capitaine humain qui transportait une marchandise défectueuse. John serrait les dents à en avoir mal aux mâchoires, les yeux fixés droit devant lui pour ne pas laisser éclater la rage qui le brûlait de l'intérieur. Il pressait ce corps frêle contre sa veste, cherchant désespérément à lui transmettre un peu de sa propre chaleur, priant en silence pour sentir le moindre sursaut, le moindre frisson, mais rien ne venait. Rien qu'un silence lourd et cette légèreté spectrale qui lui pesait sur l'âme plus lourdement que le plus massif des fardeaux. Lorsqu'il parvint enfin devant son navire, le pèlerin, John Croft avait la gorge nouée par une douleur sourde et la certitude de porter une vie suspendue au-dessus de l'abîme. Les portes du sas s'ouvrirent dans un souffle d'air filtré. Croft franchit le seuil, son fardeau serré contre son manteau. Dans la baie d'embarquement, 3 membres de son équipage l'attendaient, prêts à l'aider à charger du fret. Mais à la vue de leur capitaine portant ce corps inerte et brisé, le silence se fit instantanément. Helena, la docteure du bord, une femme au regard habituellement d'un calme imperturbable, forgée par 15 ans de médecine spatiale, laissa échapper un hoquet d'effroi. Elle fit un pas en avant, ses mains s'élevant instinctivement pour soutenir la tête sans défense de la captive. En effleurant la peau glacée de la jeune femme et en constatant la saillie douloureuse de ses os sous sa chair décharnée, les yeux d'Helena se remplirent de larmes. « Mon Dieu, John !» souffla-t-elle dans un murmure effrayé. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? À ses côtés, Marcus, le second du navire, un vétéran balafré au visage taillé dans le roc, serra les poings à en faire blanchir ses articulations. Lui qui avait affronté des batailles spatiales et des mercenaires sans pitié baissa le regard devant les marques d'entrave énergétique qui brûlaient les poignets de l'inconnu. Une lueur de colère pure et de dégoût traversa ses yeux sombres. Sans dire un mot,
Il se tourna immédiatement vers la console pour verrouiller le sas, protégeant ce corps martyr du monde extérieur comme s'il s'agissait de sa propre fille. Le plus jeune de l'équipage, Kael, le technicien réseau, resta pétrifié. Le visage blême, incapable d'articuler la moindre parole face à une telle barbarie, il s'empressa de devancer le capitaine pour débloquer les portes automatiques du couloir et préparer la baie médicale. Pas un seul d'entre eux ne posa de questions sur les crédits dépensés ou la légalité de l'acte. Tous, dans un même élan d'humanité et de compassion, n'avaient plus qu'une priorité, sauver cette vie suspendue à un fil. La baie médicale, vite, ordonna doucement Helena en guidant Croft à travers les coursiers du cargo. Installe-la sur la couchette thermique. Kael, prépare des perfusions de solutés nutritifs à diffusion lente. Il faut réchauffer son corps avant que son cœur ne lâche. Ils traversèrent le navire dans un silence religieux, portant l'inconnu avec la même précaution qu'on accorderait à une relique de verre prête à se briser. La porte de la baie médicale du pèlerin se referma dans un sifflement pneumatique étouffé, coupant définitivement les bruits sordides d'Ocprime. En orbite, le cargo s'élança dans le vide sidéral sous la conduite de Marcus, laissant derrière lui la station de la honte. Mais à bord, le véritable combat ne faisait que commencer. Sur le manifeste de vente holographique que Kael avait extrait du terminal du marchand, John avait découvert son nom, Naya. Un nom doux, mélodieux, issu d'un monde insulaire dont la flotte pirate n'avait laissé que descendre. Dans la baie médicale, baignée d'une lumière chaude et tamisée, Naya gisait sur la couchette thermique. Malgré les soins attentifs d'Helena qui avait pansé ses brûlures et stabilisé ses constantes, la jeune captive était si frêle que son corps semblait s'enfoncer dans le matelas comme pour disparaître. Elle ne bougeait pas, les yeux rivés sur un coin vide du plafond. Quand Croft ou Helena s'approchaient, une tension glaciale traversait le corps de la jeune femme. Elle ne criait pas, elle ne se débattait pas, elle avait simplement l'habitude d'attendre le coup, l'abus ou la douleur. Pour elle, ce vaisseau n'était qu'une cage plus propre, et ses humains, de nouveaux maîtres dont il fallait redouter les désirs. Au bout du 2e jour, le diagnostic d'Helena tomba, impitoyable. Je peux guérir ses chairs, John, mais son organisme rejette les perfusions et elle refuse l'eau et la nourriture. Son esprit a abandonné. Si on ne trouve pas un moyen de la rattacher à la vie, son cœur va s'arrêter de lui-même d'ici 48 à 72 heures. Pendant 3 jours, alors que l'équipage maintenait un silence respectueux à bord, Croft relaya Helena et passa ses nuits au chevet d'une âme brisée. Il ne la toucha jamais sans son accord. Il posait les repas synthétiques et l'eau pure sur la tablette, s'asseyait à l'autre bout de la pièce sur le sol métallique, et lui parlait. D'une voix basse, posée, il lui racontait la terre, les océans de son enfance, le vent dans les arbres, le bruit de la pluie sur les toits. Il lui racontait n'importe quoi, juste pour que sa voix humaine remplace les aboiements des gardes et le claquement des serrures énergétiques. Mais Naya ne touchait à rien. La nourriture refroidissait. L'eau restait intacte. Sa peau bleutée perdait son éclat, devenant terne, presque grise. Elle glissait doucement vers la mort, choisissant de s'éteindre en silence, là où personne ne pourrait plus jamais la forcer à vivre. La 4e nuit, alors que le reste du navire dormait et que John veillait seul, le moniteur médical émit un bip d'alerte discontinu. Le pouls de Naya faiblissait dangereusement. Croft se leva d'un bond. En voyant ses paupières mi-closes et sa respiration si superficielle qu'elle en devenait invisible, un barrage céda en lui. L'impuissance, la colère contre la barbarie de la galaxie, et ce chagrin immense accumulé depuis le marché d'esclaves déferlèrent sans retenue. Il ne s'approcha pas pour la forcer à boire. Il s'effondra simplement sur la chaise à côté du lit, posa ses coudes sur ses genoux et cacha son visage dans ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Pour la première fois depuis des années, le capitaine John Croft se mit à pleurer. Des sanglots lourds, silencieux, déchirants. « Pardon » murmura-t-il dans l'obscurité de la cabine, la voix brisée par les larmes. « Pardon pour ce qu'ils t'ont fait. Pardon pour ce monde atroce. Je ne suis pas ton maître, Naya. Tu es libre. Tu entends? Tu es libre. Mais je t'en supplie, ne te laisse pas mourir ici. Ne leur donne pas cette victoire. » Il releva les yeux, le visage trempé de larmes, et posa doucement sur la couverture, à portée de sa main, un petit objet qu'il avait cherché dans ses affaires personnelles. Une fleur séchée de l'avant de la terre, enfermée dans une petite capsule de verre. Ma mère me disait que tant qu'il reste un brin de beauté quelque part, le monde vaut la peine qu'on s'y accroche, souffla Croft. Je ne te demande rien. Tu n'as rien à me donner, pas un mot, pas un regard. Mais je refuse de te regarder partir sans avoir pleuré pour toi, comme personne n'a pleuré pour celle aux ailes d'opale. À ces mots, un frisson traversa le corps immobile de Naya. Pour la première fois, ses yeux ne fixèrent plus le plafond. Lentement,
Avec une lenteur infinie qui semblait lui coûter ses dernières forces, sa tête pivota sur l'oreiller. Ses grands yeux assombris par la souffrance se posèrent sur le visage du capitaine humain. Elle ne vit pas la menace d'un prédateur. Elle vit un homme à genoux, détruit par sa propre douleur à elle, versant des larmes pures sur son calvaire. Pour un être qui n'avait connu que la cruauté, la marchandisation et l'indifférence, voir un étranger pleurer sur sa peine était un choc plus puissant que la peur. Un silence suspendu s'installa dans la cabine, troublé seulement par le ronronnement lointain des moteurs. Lentement, très lentement, une main fine aux doigts bleutés s'extraisit de la couverture. Tremblante, hésitante, luttant contre des semaines de terreur ancrées dans ses chairs, sa main s'avança. Naya n'attrapa pas la fleur. Ses doigts effleurèrent la manche en cuir du manteau de Croft. C'était un contact à peine plus lourd qu'un souffle. Un appel. Croft immobilisa son bras, retenant son souffle pour ne pas l'effrayer. Une larme glissa alors sur la joue de Naya, traçant une ligne brillante sur sa peau terne. La première larme qu'elle s'autorisait depuis sa capture. Dans la profondeur de son regard, la lueur vide et morte vacilla. Une minuscule étincelle, fragile comme une flamme dans la tempête, venait de renaître. Elle entr'ouvrit ses lèvres desséchées. Aucun son n'en sortit, mais son regard glissa vers le verre d'eau posé sur la tablette, puis se tourna de nouveau vers John. Croft comprit. Les mains tremblantes de gratitude, il prit doucement le verre, le rapprocha de ses lèvres et l'aida à boire une première gorgée. Ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'immensité de l'espace, mais dans cette cabine perdue au milieu des étoiles, l'humanité venait de remporter sa plus belle victoire sur la nuit. Les jours et les semaines qui suivirent marquèrent le début d'une lente et laborieuse renaissance à bord du Pèlerin. Au début, ce ne furent que de microscopiques victoires. Pendant la première semaine, Naya resta presque entièrement confinée à la baie médicale. Elena avait dû imposer des doses minuscules de nourriture et de liquide. Son organisme, épuisé par des semaines de privation, ne pouvait plus supporter des apports normaux. Chaque progrès devait être gagné avec une patience presque absurde. 2 cuillerées de bouillon. 1 heure de repos. Quelques gorgées d'eau. Puis le sommeil. Certains jours, Naya ne parvenait même pas à garder ce qu'elle avait avalé. D'autres fois, son état semblait s'améliorer avant de se dégrader de nouveau quelques heures plus tard. Elena ne cachait rien à Croft. Elle va mieux, John. Mais ne confonds pas mieux avec Gary. Il acquiesçait en silence. Son corps a été privé de nourriture correcte trop longtemps. Ses muscles ont fondu, son métabolisme est profondément perturbé et elle est encore extrêmement vulnérable. Il faudra des semaines avant qu'elle puisse retrouver une autonomie normale. Peut-être davantage. John regarda Naya dormir. Alors nous avons des semaines. Elena esquissa un faible sourire. Oui. Et pour la première fois depuis longtemps, je crois qu'elle aussi commence à en avoir. La deuxième semaine fut faite de petits événements que personne à bord n'aurait autrefois considérés comme des victoires. Naya resta assise seule pendant 3 minutes. Puis 5. Un matin, elle demanda à elle-même de l'eau. Le soir suivant, elle termina presque entièrement un petit bol de soupe. Kael avait commencé à noter discrètement ses progrès dans un fichier qu'il appelait simplement journal de Naya. Il prétendait que c'était pour Elena. Personne n'était dupe. Il enregistrait chaque détail. Jour 9. Elle a demandé quelle était la destination du vaisseau. Jour 10, elle a regardé par le hublot pendant 17 minutes. Jour 11, elle a souri. Sous la bienveillance vigilante du docteur Elena, le soluté médical laissa progressivement place à une alimentation solide. La peau bleutée de la jeune femme, autrefois terne et cendreuse sous les néons du marché, retrouva peu à peu son éclat naturel, miroitant doucement sous les lumières du bord comme à surface d'un lagon sous le soleil. Le corps suivit l'esprit. Un matin de la fin de la 3e semaine, le capitaine Croft entra dans la baie médicale et la trouva debout, une main cramponnée au rebord du lit, les jambes tremblantes comme celles d'enfant qui apprend à marcher. Elena l'épaulait d'un côté, mais c'est vers la porte que Naya tourna son regard. Elle fit un pas, hésitant, puis un second. Ce ne fut qu'au cours du dernier jour de la 4e semaine que Naya quitta réellement la baie médicale. D'abord appuyée sur le bras d'un membre de l'équipage, puis seule, parcourant les coursives d'un pas encore fragile mais résolu. Le navire n'était plus sa prison, il devenait son refuge. C'est au cours de ces déambulations qu'un lien particulier commença à se tisser entre elle et Kael. Le jeune technicien, habituellement réservé et plongé dans ses cartes stellaires, faisait preuve d'une délicatesse infinie. Jamais il ne brusquait Naya. Quand elle s'aventurait près de la passerelle, il l'invitait silencieusement à s'asseoir dans le dôme d'observation. Sans mot dire, il lui montrait les nébuleuses multicolores qui défilaient derrière le verre blindé, ajustant la luminosité des consoles pour ne pas agresser ses yeux. Naya resta immobile e contemplant les paysages. Elle ne dit rien.
Kael non plus. Pendant plusieurs minutes, ils regardèrent simplement les étoiles. Puis Naya demanda. C'est toujours comme ça? Comme quoi? Elle désigna le vide. Beau. Kael réfléchit. Non. Elle tourna la tête vers lui. Pourquoi? Parce que je crois que c'est toi qui le rends beau. Naya le fixa longuement. Kael devint rouge jusqu'aux oreilles. C'était stupide. Pour la première fois depuis sa capture, Naya rit. Un petit rire presque inaudible. Mais un rire véritable. Et dans le silence du dôme, ce son minuscule sembla plus précieux que tous les moteurs du pèlerin. Le jeune homme en resta le souffle coupé, rougissant légèrement avant de lui rendre son rire avec une tendresse contenue. Entre eux, les mots n'étaient pas nécessaires. Une complicité paisible s'installait, faite de regards partagés, de tasses de thé chaud posées en silence et d'une présence rassurante. Puis au fil des jours quelque chose avait changé. Elle ne regardait plus constamment les portes. Elle commençait à regarder les fenêtres. Elle ne comptait plus seulement les heures jusqu'au prochain repas. Elle demandait parfois ce qu'il y avait au menu. Et surtout, elle commençait à poser des questions. Sur la terre. Sur les humains. Sur le pèlerin. Sur les étoiles. Sur l'endroit où ils allaient. Un matin, elle demanda à Croft. Pourquoi m'avez-vous sauvé? John resta silencieux quelques secondes. Je ne sais pas si j'ai une bonne réponse. Parce qu'à mes yeux, tu n'étais pas une marchandise. Il regarda la petite capsule de verre contenant la fleur de lavande. Quand je t'ai vu dans cette cage, je me suis demandé comment une civilisation pouvait en arriver à regarder une personne et ne voir qu'un prix. Il marqua une pause. Et puis j'ai repensé à celle que j'avais vue mourir quelques heures plus tôt. Naya baissa les yeux. Je suis passé devant cette cage. Je n'ai rien fait. Je me suis dit que ce n'était pas ma guerre, pas mon problème. Sa voix se fit plus basse. Mais quand je t'ai vu, je n'ai plus réussi à me raconter cette histoire. Il releva les yeux vers elle. Alors j'ai acheté ta liberté. Pas parce que je savais ce que je pourrais faire pour toi. Pas parce que je pensais pouvoir réparer ce qui t'était arrivé. Un silence. Simplement parce que je ne voulais pas qu'une autre personne meure là-bas pendant que je détournais les yeux. Naya le regarda longuement. Et si vous n'aviez pas été là? John esquissa un sourire triste. Alors j'espère que quelqu'un d'autre l'aurait été. Il regarda la fleur de lavande. Mais ce jour-là, c'était moi. Ce soir-là, elle demanda à dîner avec tout l'équipage. Ce fut la première fois qu'elle quitta volontairement la baie médicale pour rejoindre les autres. Et ce fut là, autour de cette table, après plusieurs semaines de silence, qu'elle commença enfin à leur raconter son monde. Installée autour de la grande table en bois synthétique, entourée de John, Elena, Marcus et Kael, elle prit une profonde inspiration. Sa voix, qu'il n'avait entendue qu'en de rares murmures, s'éleva enfin. Un timbre mélodieux, empreint d'une gravité poignante. Elle leur raconta son monde, Elora. Une planète d'archipels aux eaux cristallines et aux cités flottantes où son peuple vivait en harmonie, ignorant la guerre. Puis elle décrivit l'arrivée des dreadnoughts corsaires, le ciel obscurci par les incendies, le fracas du métal et le massacre des siens. Elle raconta l'enfer des cales d'esclavagistes, le froid des chaînes énergétiques et la lente dégradation de son âme jusqu'à ce marché d'Oak-Prime où elle avait décidé de mourir. En l'écoutant, le vétéran Marcus garda le regard rivé sur ses mains nouées, l'émotion masquée sous son visage sévère. Elena essuya une larme discrète. À côté de Naya, Kael écoutait, le cœur serré par une peine immense pour cette femme dont il admirait la résilience. Je pensais être la dernière, chuchota Naya en fixant la fleur de lavande dans sa capsule de verre, posée au centre de la table. Mais pendant ma captivité, j'ai entendu les gardes parler. Quelques convois de réfugiés de mon peuple ont réussi à franchir le réseau FTL avant le blocus. Des survivants existent, quelque part. Une lueur nouvelle, vive et ardente, éclairait désormais ses yeux. Ce n'était plus seulement l'instinct de survie, c'était l'espoir. L'espoir de retrouver les siens, de rebâtir une vie, de ne pas laisser la mémoire d'Elora s'éteindre. Dès le lendemain, Kael passa ses journées et ses nuits devant ses consoles de cryptage. Tirant parti de toute son ingéniosité technique, il croisa les registres migratoires du conglomérat, déchiffra des signaux de détresse archivés et interrogea les fréquences clandestines des mondes sanctuaires. Naya passait des heures accrochée à son épaule, observant ses doigts voler sur les commandes holographiques. Lorsqu'il fatiguait, elle posait doucement sa main sur son épaule, un geste d'une grâce infinie qui rechargeait le courage du jeune homme. Au bout de 10 jours de recherche inlassable, Kael laissa échapper un cri de triomphe qui fit tressaillir les cloisons du navire. « Je les ai trouvés !» s'écria-t-il, les yeux brillants en se tournant vers elle. Naya, une colonie de réfugiés d'Elora, s'est établie sur une planète du secteur d'Elysia. Le gouvernement local leur a accordé l'asile sous le statut de monde protégé.
Naya resta un instant figée, submergée par la nouvelle. Puis, dans un élan incontrôlable de joie et de soulagement, elle se pencha et entoura le cou de Kael de ses bras. Le jeune technicien l'étreignit en retour avec une douceur protectrice, fermant les yeux pour savourer ce moment où le bonheur effaçait enfin des mois de cauchemar. Dans l'encadrement de la porte, le capitaine John Croft observait la scène, un sourire serein dessinant le coin de ses lèvres. Il posa sa main sur l'épaule de Marcus qui venait de le rejoindre. « Capitaine », dit le second d'une voix rauque, « on met le cap sur Elysia, on termine ce qu'on a commencé ?» « Le cap est déjà mis, Marcus », répondit Croft avec une fierté tranquille. Le cap est déjà mis. Le pèlerin piquait droit vers le secteur d'Elysia, fendant l'océan d'étoiles. À bord, des âmes brisées par la dureté du cosmos apprenaient à se reconstruire côte à côte, guidées par la promesse d'un avenir nouveau. Le ciel d'Elysia était d'un bleu d'azur profond, traversé par des nuages légers qui reflétaient la lumière de 2 soleils dorés. En contrebas de la baie d'atterrissage du pèlerin, une vallée verdoyante s'étendait à perte de vue, parsemée de dômes de verre et de structures en bois tressé qui rappelaient l'architecture traditionnelle d'Elora. Lorsque la rampe de débarquement s'abaissa dans un souffle d'air chaud et parfumé par la végétation locale, un petit groupe de réfugiés lorients s'avança. À la vue de Naya, plusieurs d'entre eux poussèrent des cris de surprise et de joie dans leur langue natale, des sons doux, modulés comme un chant d'eau. Sur le seuil du sas, Naya s'arrêta. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était plus la terreur qui le faisait accélérer, c'était le vertige d'un avenir retrouvé. Elle se tourna une dernière fois vers l'équipage du cargo qui l'avait tiré des ténèbres. Elena fut la première à s'avancer. La docteure entoura la jeune femme de ses bras dans une étreinte maternelle, lui murmurant de prendre soin d'elle et de vivre pleinement cette seconde chance. À ses côtés, Marcus se tint droit, le regard adouci. Le vieux vétéran s'inclina avec une déférence grave. « Vous êtes plus forte que bien des soldats que j'ai croisés dans ma vie, Naya. Que les étoiles veillent sur votre peuple. » Puis Naya s'approcha du capitaine John Croft. Dans ses mains délicates, elle tenait la petite capsule de verre abritant la fleur de lavande séchée. « Capitaine » chuchota TL, la voix tremblante, en lui tendant l'objet. « C'est grâce à cela, et aux larmes que vous avez versées pour moi, que je suis debout aujourd'hui. Je dois vous la rendre. » John repoussa doucement sa main avec un sourire empreint d'une bonté infinie. « Garde-la, Naya. Elle t'appartient désormais. Qu'elle te rappelle toujours que même au cœur de la nuit la plus sombre, il y aura toujours une lumière quelque part qui attend de luire pour toi. » Des larmes d'une gratitude absolue brillèrent dans les yeux de Naya. Mais son regard glissa rapidement vers le dernier membre de l'équipage, resté un peu à l'écart près des consoles du sas. Kael. Le jeune technicien luttait visiblement contre la déferlante d'émotions qui le submergeait. Naya s'avança vers lui d'un pas lent, s'arrêtant à quelques centimètres seulement. L'air entre eux semblait chargé d'une tension vibrante, faite de tous ces mots qu'il n'avait pas eu besoin de prononcer durant les longues nuits d'observation sous le dôme du navire. Sans un mot, Naya leva la main et posa doucement la paume de ses doigts bleutés contre la joue du jeune homme. Kael ferma les yeux un court instant sous la douceur du contact, couvrant la main de la jeune femme de la sienne. « Tu vas me manquer, Kael » souffla TL, son regard ancré dans le sien avec une intensité troublante. « Une partie de mon âme restera à jamais accrochée aux étoiles, à bord de ce vaisseau, avec toi. » Kael esquissa un sourire mélancolique, serrant délicatement ses doigts. « Et la mienne restera ici, sur Elysia, » répondit-il d'une voix rauque. « Ce secteur n'est pas si loin sur nos cartes de navigation, Naya. Et le pèlerin a l'habitude de parcourir la galaxie. Iere passerai. Je te le promets. » Elle ne répondit pas par des mots, mais par un signe de tête empreint d'une promesse silencieuse, un lien invisible et indéfectible désormais tissé entre leurs deux mondes. Dans un dernier regard chargé d'amour et d'espoir, Naya se détacha doucement et descendit la rampe. Les siens l'accueillirent à bras ouverts, l'entourant d'égards et de gestes tendres alors qu'elle s'avançait vers sa nouvelle vie. À bord du pèlerin, la rampe se releva dans un choc métallique réconfortant. Kael resta collé au hublot de la passerelle, observant la silhouette de Naya s'éloigner sous la brise dorée d'Elysia, jusqu'à ce que le cargo s'arrache à la gravité de la planète. Alors que le navire retrouvait le silence feutré de l'espace profond et remettait le cap vers l'inconnu, le capitaine John Croft s'installa dans son fauteuil de commandement. Il jeta un œil à son jeune technicien, dont le visage affichait une résolution nouvelle, puis scruta l'immensité constellée qui s'étendait devant eux. L'humanité ne pouvait pas effacer la cruauté de la galaxie, mais tant que des vaisseaux comme le pèlerin traverseraient la nuit, la compassion continuerait d'éclairer les ténèbres. Fin de l'histoire.